Clic-clac, c'est l'histoire d'un film, c'est le titre d'un film que veut tourner une cinéaste qui s'appelle Claire Gans, qui est une cinéaste mondialement reconnue, une cinéaste française, qui est une bonne représentante de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, mais qui est vraiment encensée par la critique internationale, qui a reçu tous les prix dans tous les festivals. Et donc pour son 10e film, elle décide de tourner un film au titre un peu provocateur, Clic-clac, on n'attend pas d'elle un film qui porterait ce titre, mais si elle veut l'appeler comme ça, c'est parce que c'est un film qui doit s'ouvrir sur une scène particulière qui coupe la tête à l'amour. Alors, Clic-clac, c'est le bruit du couperet. C'est aussi le nom d'un canapé-lit qu'on déplie et qu'on replie en une seconde. Et en fait, elle a pour intuition de tourner cette scène, qui est une scène d'amour, de retrouvailles de deux amants, sur le mode d'un canapé qu'on déplie et qu'on replie. C'est-à-dire une scène où des amants qui se sont follement aimés se revoient, bien des années plus tard, et au lieu de s'appesantir sur comment s'est-on aimé, est-ce qu'on s'aime toujours, est-ce qu'on s'est vraiment aimé, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas quoi se dire, au lieu de s'appesantir là-dessus, elle dit, ils se voient, ils se revoient, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont revu, clic-clac, c'est-à-dire qu'on ouvre, on ferme. Et en fait, ce qu'elle veut faire avec cette scène, c'est éviter les femmes transies d'amour, parce que ces scènes d'amour, quand elles sont tournées au cinéma, sont toujours l'occasion de montrer des femmes qui n'ont pas fait leur deuil de l'amour et qui ont attendu toute leur vie de retrouver cet homme. Et elle veut faire le contraire de ça. Elle veut vraiment mettre en situation une femme qui expédie l'éventualité d'un retour de flamme ou l'absence d'un retour de flamme. Et donc pour ne pas se confronter au désastre d'un amour qui n'existerait plus ou qui ne serait qu'en cendres, elle décide de tourner le dos à cet amant qu'elle a pourtant follement aimé et qui était l'homme de sa vie. Donc ça c'est un peu l'intuition première de Claire Gans qui arrive donc en début de tournage avec ses explications, avec cette façon de voir, qu'elle essaye de transmettre à ces deux acteurs, à l'homme et la femme qui doivent jouer cette scène. Et pour nourrir cette intuition, elle a des références cinématographiques. Évidemment, c'est une cinéaste, c'est une intellectuelle, donc elle a vu tous les films du monde et elle a en tête des films, en particulier des films américains, qui ont voilà, pour objet de montrer ce qu'est devenu l'amour après un certain nombre d'années, et même de mettre en doute l'existence de l'amour à cause de cette disparition éventuelle de l'amour. Voilà, c'est comme une scène Creuset où on essaye de comprendre ce que c'est que la substance de l'amour finalement. Et donc, elle donne à ses acteurs toutes ces explications, toutes ces références, elle leur fait voir les films, mais les acteurs n'y comprennent rien en fait. C'est-à-dire que à la fois elle est très claire puisque elle sait bien s'exprimer et qu'elle est assez autoritaire et tout ça, donc ils essayent de suivre. Mais le fond de l'affaire, ils ne la comprennent pas, ils ne savent pas très bien ce qu'elle veut faire et surtout ils l'accusent de sécheresse, ils l'accusent d'avoir un cœur sec et de mettre en scène l'amour d'une façon désavantageuse et même trop négative. Et il se rebelle un peu contre sa direction d'acteur. Si bien que, et en particulier l'actrice, achoppe de plus en plus, elle finit par se blesser parce qu'il faut aller vite, il faut tourner cette scène en quelques secondes, et donc il y a des mouvements physiques qui sont ultra rapides, et ce qui occasionne une foulure de sa cheville, puis elle tombe malade, finalement elle ne vient plus sur le tournage, cette actrice. Elle reste chez elle, elle est clouée au lit, et donc le tournage se bloque. Et donc Claire Gans est bien obligée de voir qu'il y a un problème avec son film. Évidemment, la production n'ose pas trop l'attaquer parce qu'elle est inattaquable puisqu'elle est vraiment très vénérable. Mais tout le monde s'affole. Il y a vraiment le risque de tomber dans un de ces tournages légendaires où jamais le film n'advient et où on noie des budgets et finalement c'est le débordement dans tous les sens. Donc elle se réfugie chez elle, elle ferme vraiment son téléphone, ses portes, elle ne veut voir personne. Elle s'immerge dans le souvenir de l'amour en fait qui a été celui de sa mère, puisqu'on comprend, et elle l'explique à ses acteurs, que si elle veut s'opposer comme ça et couper la tête à l'amour, c'est parce que sa mère a été victime de ça en fait. Sa mère a attendu un homme toute sa vie. Et elle a pris le contre-pied de tout ça. À la fois, elle a voué sa vie à son travail de créatrice. Et puis, elle a une attitude dans l'amour qui est une attitude à la fois désinvolte, puissante, mais pas du tout sentimentale. C'est pas une amoureuse, en fait. Elle refuse ce côté-là de l'amour. Mais à l'occasion de ce tournage qui s'est bloqué, elle revient
à l'histoire de sa mère, elle revient aux photos de sa mère, elle revient aux souvenirs de sa mère, puisque sa mère vient de mourir. Et donc là, elle s'immerge dans ces retrouvailles avec sa mère, pour réfléchir à ce que c'est que l'amour, le sentiment, la vie de sa mère, mais aussi la sienne, et pour essayer de comprendre pourquoi tout ça va si mal finalement, et le film et l'amour. Et à l'occasion de ces jours qu'elle passe chez elle prostrée, il y a cet acteur, qui donc a été l'acteur de la première partie du tournage, qui vient la voir. Alors elle a une cinquantaine passée, lui il a 35 ans, donc il y a une vraie différence d'âge entre eux, mais il vient et il lui fait des avances amoureuses. Et là, Claire Gans se dit, bon, évidemment son premier geste c'est de refuser, c'est de fermer son téléphone et de ne pas vouloir du tout entendre ses avances. Mais son deuxième geste c'est de tendre l'oreille et de se dire, bon ben j'ai peut-être quand même un problème, il faut peut-être que je me ressource à quelque chose comme à l'amour, au sexe, enfin à toutes ces possibilités que ce jeune homme m'offre, pour dénouer, pour sortir de mon impasse. Et donc, elle accepte les avances de ce jeune homme, une liaison advient entre eux, et cette liaison, et là mon livre devient une forme de conte, cette liaison opère des transformations magiques de sa façon de se sentir, de sa façon d'être dans son corps, de sa façon de regarder sa propre féminité, de sa façon de regarder la vie de sa mère, et évidemment de la façon de considérer son film et sa création et le cinéma en général. Et là, donc, la transformation est si forte, si puissante, non pas parce qu'elle tombe amoureuse, il ne s'agit pas de ça, c'est juste qu'elle a renoué avec une forme de sève ou de vitalité. Et donc, à partir de là, tout s'inverse, elle reprend confiance, elle décide de changer l'actrice, et d'aller vers un film beaucoup plus sentimental finalement. Elle qui est encore une fois la représentante de ce cinéma d'auteur un peu cérébral, très intellectuel, très référentiel. Là, elle se dit je vais faire un film grand public. Et donc, évidemment, c'est à l'inverse de tout ce qu'elle est, mais ce n'est pas à l'inverse de ce dont elle vient, c'est-à-dire de sa mère, de ses origines sociales qui sont des origines modestes, du cinéma qu'elle a regardé quand elle était petite avec sa mère. Et donc, il y a une forme de continuité qui est possible enfin, c'est-à-dire elle renoue avec l'enfance, elle renoue avec une forme d'unité de vie, de réconciliation et finalement de fil qu'elle avait coupé, sur lequel elle avait fait clic-clac elle aussi. Et il y a une forme d'apaisement qui va être possible pour elle. Et non pas de bonheur, ce serait trop fort, mais en tout cas de reprise de confiance. Et c'est vrai que pour la première fois dans mon travail, il y a comme un happy end à la fin de ce livre. Donc, et c'est en ça que je dis aussi que c'est un conte, c'est-à-dire que ça commence très mal, ça continue à aller mal pendant un certain temps, et puis tout d'un coup la lumière advient, et cette femme qui est évidemment renvoyée à une féminité difficile, à la maturité, même à la maturité dans sa création, elle est vraiment en train de se demander si elle a pas choisi de mauvaise direction. Cette femme donc, cette femme retrouve une forme de lumière et d'espoir. J'ai écrit Clic-Clac d'une manière assez inédite pour moi, c'est-à-dire que je l'ai écrit sur un tempo très très vif, avec beaucoup de dialogues, avec des scènes qui s'enchaînent très vite, un peu comme dans un film, mais surtout aussi à la manière d'un conte. Un conte, ça va vite, on ne s'appesantit pas sur les transitions, les passages, on passe d'une action à l'autre, on peut passer du jour à la nuit en un mot, et là je l'ai écrit sur ce mode-là, je l'ai écrit plus vite que d'habitude, mais j'avais envie d'entendre cette rapidité, cette vivacité, et surtout de produire un texte qui soit à la fois très grave, très sérieux, très intime, puisque ça je ne peux pas y couper, mais qui soit aussi un peu désinvolte et un peu humoristique parfois. Il y a par exemple de longues scènes où on voit cette cinéaste très renommée aux prises avec des conférences de presse où évidemment elle déjoue les attentes, c'est-à-dire qu'on l'attend sur un registre qui est d'habitude le sien, et là elle va proposer à la presse qui la vénère un film d'abord qui a le titre d'un film avec Louis de Funès quasiment, et puis qui prend les choses à l'envers, qui propose une forme de sentimentalité, même de mélo, et elle s'amuse avec ça parce qu'elle voit bien ce que c'est que le bon goût, elle le met à l'épreuve, elle a elle-même adopté les codes qui n'étaient pas les siens au départ et elle a fait fureur avec ces codes, mais elle a envie de déjouer ses attentes et de jouer avec son public. Et ça a donné lieu à des scènes qui sont pour moi assez désinvoltes et parfois assez drôles.
Alors Clic-Clac se nourrit de références, et c'est vrai que c'était aussi l'occasion de raconter comment la création se fait, c'est-à-dire que la création c'est toujours une histoire de poupées gigognes. Et dans mon livre, il y a des poupées gigognes qui sont donc 3 références de films à l'intérieur de Clic-Clac. La première, c'est un film de Sidney Pollack des années 70 avec Barbara Streisand et Robert Redford, qui s'appelle Nos plus belles années, qui est le premier film de référence. Et à l'intérieur de ce film, on trouve un deuxième film qui est celui de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg. Et à l'intérieur des Parapluies de Cherbourg, il y a un autre film qui est celui d'Elia Kazan qui s'appelle La fièvre dans le sang. Et donc, Claire Gans, quand elle travaille, quand elle prépare son tournage et la direction de ses acteurs, elle a évidemment pas mal de ses références en tête. Elle leur en parle, elle les évoque avec elle, ils en discutent. Et elle met en scène finalement dans ses notes les making-of de ses films, parce que c'est grâce à ces making-of qu'elle se raconte son propre film, qu'elle voit comment les acteurs et les actrices ont pu se rebeller contre la direction d'acteurs que eux avaient reçue à ce moment-là. C'est-à-dire en gros, Barbara Streisand, qui devait être éplorée après avoir été quittée par son amant, le retrouve des années après, pas éplorée, mais encore transie d'amour. Et donc Claire Gans se dit, mais non, mais Streisand a dû se rebeller contre ça. Elle a dû vouloir aussi orienter le film d'une autre manière, en montrant qu'elle était une femme forte, qu'elle n'était pas restée écrasée par ce chagrin, etc. Et donc elle imagine les conversations qui ont pu avoir entre Streisand, Pollack, le scénariste, Redford, de même qu'elle imagine les conversations entre Demy et Deneuve qui est une toute jeune actrice, à qui on demande de jouer cette scène tragique de la fin des Parapluies de Cherbourg, et qui a aussi envie d'en découdre un peu avec cette direction qu'on lui propose. De même, elle met en scène Warren Beatty et Natalie Wood sur le tournage d'Elia Kazan. Donc voilà, il y a un jeu avec les références cinématographiques qui sont abordées non pas d'une manière didactique, mais d'une manière très vivante, en se mettant vraiment à la hauteur des acteurs qui doivent jouer les scènes. Et comme ça, on apprend à apprivoiser ces scènes et à entrer à l'intérieur de ces histoires d'amour tragiques. Alors c'est vrai que le personnage que je mets en scène, Claire Gans, vient de perdre sa mère, et qu'elle avait avec cette mère une relation très fusionnelle, très, très intime, et que, encore une fois, comme je l'avais fait dans Les Spectateurs, on voit que le cinéma vient de la mère. Le cinéma a été transmis comme du lait, et il y a une forme d'adhésion, de non remise en cause possible, mais aussi de sentimentalité qui vient de la mère. Le cœur du cinéma hollywoodien, qui est toujours un peu mélodramatique, qui finit toujours, enfin qui peut finir bien, mais en l'occurrence c'est des mélos, donc ça finit mal. Tout ça, c'est vraiment des références qui ont été héritées et qui ont été travaillées par Claire Gans d'une autre façon pendant toute sa carrière. Sauf que là, puisque sa mère vient de mourir, je pense qu'elle a envie de lui rendre hommage. Au fond, elle a envie de se rattacher à elle, et donc de faire un film qui ressemble aussi à cet héritage et à cette transmission. Et c'est vrai que les premières directions qu'elle prend, qui sont sèches, qui sont cinglantes, qui sont coupantes, ne ressemblent pas du tout à ce que sa mère lui a transmis, et sont plutôt des occasions pour elle de se rebeller contre sa mère. Mais en fait, elle n'est pas en paix avec ça. Elle a envie de retrouver une forme de cohésion, d'unité. Et donc c'est vrai que revenir au sentiment, c'est à la fois revenir vers sa mère, mais c'est aussi une question qu'on se pose quand on arrive à 50 ans de création, quoi. C'est-à-dire que quand on a été comme ça, travaillé par des références intellectuelles, par une volonté d'aller contre le sentimentalisme, d'aller contre le grand public et de vouloir faire des œuvres élitistes, eh bien, il y a un moment dans la vie où on se dit mais est-ce que tout ça n'a pas eu un prix finalement? Est-ce que moi je n'y ai pas joué une forme de sécheresse? Est-ce que c'est pas devenu trop intellectuel, trop désincarné? Et Claire Gans, elle est face à cette question-là. Vous savez, c'est comme Bergotte devant le tableau de Vermeer dans La recherche du temps perdu, où il se dit que ce petit pan de mur jaune vibre de cet éclat que son œuvre à lui n'a pas, et il se dit, est-ce que je n'ai pas écrit trop sec? Et il en meurt. Donc elle, au lieu d'en mourir, elle choisit d'autres parades, et elle arrive à se remettre en mouvement. Mais c'est vrai que le goût pour le sentiment, s'il vient de la mer, il est aussi un vrai enjeu artistique.